Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de votre émission La Ville en pratique. Alors aujourd'hui, revue de presse de l'urbanisme et de l'architecture à Taïwan, nous allons parler de câbles sous-marins, nous allons aussi parler de magazines qui met en avant l'architecture coréenne, parler aussi de revitalisation de zones naturelles ou encore du tragique accident qui a eu lieu à Taichung, dans le centre commercial. Et nous allons aussi aborder en fin d'émission, comme à chaque fois, un conseil de lecture. Cette fois-ci, c'est la revue Taïwan Architect du mois de février. Et nous allons aussi parler d'une exposition que je vous conseille d'aller voir au JUT Art Museum. Voilà, je pense que ce sera largement suffisant pour cette revue de presse. On commence avec un sujet très sérieux qui concerne autant l'aménagement du territoire que Taïwan dans son ensemble, qui est le sujet des câbles sous-marins. L'excellent magazine indépendant The Reporter, disponible en ligne et uniquement en mandarin pour la plupart des articles, a publié justement récemment un sujet, un gros dossier sur le défi, comme il l'appelle, de maintenir le réseau numérique qui est vital en pleine crise, notamment sur le réseau de câbles sous-marins. Alors pourquoi les câbles sous-marins sont importants ? Parce qu'ils transportent plus de 95% des transmissions de données mondiales, et donc c'est une infrastructure stratégique importante pour tous les pays, et ça l'est d'autant plus pour Taïwan. Et l'article revient justement sur une suite d'accidents depuis ce début d'année, en janvier, depuis début 2025, où Taïwan a connu une série d'accidents de rupture de ses câbles sous-marins. Ça a commencé dès le 3 janvier, avec un câble sous-marin dans les eaux au nord-est de Yelio à Taïwan qui ont été endommagés. Ensuite, le 15 janvier, c'est tous les câbles sous-marins près de Matsu, le secteur numéro 3, on va pas rentrer dans les détails, qui ont aussi été abîmés. Ça s'est reproduit le 22 janvier, et à chaque fois qu'un câble sous-marin se brise, eh bien Taïwan doit compter sur des navires câbliers sous-marins qui viennent réparer ces infrastructures qui sont vitales notamment dans la transmission de données. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi Taïwan ne peut pas réparer lui-même, pourquoi l'État taïwanais ne peut pas prendre ça en charge lui-même pour réparer ces câbles ? Eh bien parce que c'est assez complexe, mais pourtant c'est vital pour le pays, dans notre société archi-numérique. Alors, il cite une donnée qui est assez intéressante au début de l'article. Le Comité international de protection des câbles, et ça existe, cite qu'il y a environ 150 à 200 défaillances de câbles sous-marins dans le monde chaque année, dont environ 70 à 80% sont causées par des activités de pêche commerciale, notamment les ancres, tandis que le reste est causé en partie par l'usure, sans compter les dégradations volontaires qui sont plus difficiles à reconnaître et à analyser. D'ailleurs, même si rien n'indique que le nombre de ruptures de câbles volontaires, ou en tout cas liées à des activités humaines, est augmenté, le gouvernement central taïwanais a quand même donné un rapport d'examen qui met en avant que entre 2019 et 2023, il y a eu 36 cas de câbles sous-marins qui ont été endommagés par des forces extérieures, et avec une moyenne d'environ 7 défaillances par an, jusqu'à 12 en 2023. En tout cas, rien n'indique officiellement que ce nombre de ruptures augmente. Là où c'est aussi intéressant, c'est que l'article souligne que Taïwan possède en fait 14 câbles sous-marins, reliés avec 14 de ces câbles sous-marins internationaux, et qu'il y a 6 câbles sous-marins nationaux qui relient entre Taïwan, Pankru, Jinmen ou encore Matsu. Et si un seul câble sous-marin est endommagé, eh bien le signal ne sera pas trop affecté, car les câbles sous-marins peuvent se soutenir mutuellement. Par exemple, ça a été le cas du câble sous-marin international TPE qui a été endommagé en janvier, après que Chunghwa Telecom ait activé la sauvegarde des câbles existants. Et bien, tous les services concernés ont été rétablis à la normale en peu de temps. Là où il y aura un problème, c'est que si effectivement il y a plusieurs câbles qui sont coupés en même temps. Je vous passe les différences entre transmission de données par satellite et par câble, mais là où c'est intéressant dans l'article, c'est justement que l'article met le doigt sur une chose, c'est que Taïwan ne dispose pas de ses propres moyens de réparation des câbles, et donc doit faire appel à des équipes internationales, ce qui, dans les situations d'urgence, peut faire perdre du temps et décaler la réparation de ces infrastructures pourtant vitales dans la transmission de certaines données. Voilà, pour la suite de l'article, on rentre un petit peu dans le détail sur la manière dont sont réparés ces câbles sous-marins avec ces navires qui vont repérer la panne, envoyer une espèce de sous-marin pour aller récupérer le câble, faire la réparation et le re-enfouir dans le sol. Mais là, je vous passe aussi les détails. Ce qui est intéressant, c'est la fin, c'est justement les questionnements sur qu'est-ce que Taïwan devrait faire pour essayer d'assurer une sécurité. D'ailleurs, ces câbles sous-marins font partie des infrastructures stratégiques de l'État taïwanais, qui sont des infrastructures majeures pour le pays. Et donc, il y a des efforts qui sont faits, notamment
pour un professeur au département d'ingénierie de l'Université nationale océanique de Taïwan, eh bien, il souligne qu'il faudrait peut-être renforcer l'expérience en ingénierie offshore, notamment en misant sur les compétences qui sont acquises par les Taïwanais via l'éolien ou ce genre de choses, pour renforcer notamment les capacités de réponse et de réactivité pour l'entretien et la réparation en cas de situation d'urgence. Mais il y a aussi, selon lui, une politique claire à renforcer sur la planification, en tout cas la gestion de l'espace maritime, afin de s'assurer qu'il y a le moins possible de dégradation, on va dire, extérieure qui soit réalisée sur les câbles et ces infrastructures majeures. On passe à un tout autre sujet, je voulais l'évoquer, j'aime toujours quand les Taïwanais s'intéressent à l'architecture étrangère. Le magazine Thea Mag, la référence d'architecture dans le pays, met en avant une réflexion sur la vague coréenne, c'est comme ça qu'ils l'appellent, mis en avant l'architecture qui vient non pas du Japon, mais de Corée, comme ça peut l'être. Alors après la K-pop, vous savez, cette musique coréenne, les dramas, les films et les séries, on ne les cite plus, les séries et les films coréens qui sont en train d'envahir le marché mondial. Eh bien là, Théa se dit qu'il est intéressant aussi de regarder ces architectes qui viennent de Corée et qui vont peut-être aussi influencer l'architecture, au moins en Asie, avec à la fois cette capacité qu'ont les Coréens à aller essayer de préserver leur architecture traditionnelle à coup de grand renfort de politique nationale, et que l'ampleur des efforts de préservation et de restauration est importante. Et si vous visitez une ville comme Séoul, vous vous en rendrez compte assez facilement, que ce soit dans les anciens palais ou encore dans les petites constructions plutôt habituelles, les hanok par exemple. Mais le gouvernement encourage aussi les architectes coréens à utiliser de plus en plus des nouvelles technologies, et notamment à innover dans l'utilisation de matériaux. Pour eux, c'est intéressant d'utiliser certains types d'acier, de béton ou de nouvelles types de structures intelligentes, type de verre, récupération de chaleur, etc. Il y a énormément d'expérimentation et de recherches qui sont mises en avant dans l'architecture. Et ce magazine fait un magnifique dossier sur les différents architectes et les influences qui pourraient venir de Corée, qui vont s'installer peut-être à Taïwan et qui pourraient toucher aussi l'Europe. Et donc je vous conseille largement cette lecture. On va l'évoquer rapidement, on en a largement parlé sur Radio Taïwan International. On suit effectivement l'annonce tragique de l'explosion dans un grand magasin à Taichung qui a fait plusieurs morts, 4 morts et 30 blessés. Ça, c'était le bilan à la date du 13 février. Selon les autorités, une explosion de gaz est survenue ce 13 février dans le magasin à Xinhong Mitsukoshi à Taichung, avec un bilan lourd de plusieurs morts. Et donc dans la suite, des inspections suite à cette explosion ayant causé la mort notamment de 4 personnes sont en cours. Des inspections de sécurité, notamment sur d'un côté les équipements liés au gaz et aussi tout ce qui touche au zonage de protection à incendie, mais il y a aussi une question de s'assurer que plus aucun débris ne risque de tomber du bâtiment, une procédure de sécurisation classique et bien évidemment générale dans ce genre de situation. On le rappelle, les pompiers soupçonnaient que l'explosion était en lien avec des travaux qui avaient lieu au 12e étage. Quelques brèves assez rapides, on peut citer plusieurs choses, par exemple, la ville de Taipei veut lutter contre les propriétaires de deux roues qui laissent peut-être un peu trop longtemps leurs deux roues stationner leurs scooters ou leurs motos sur des places de parking. Par exemple, 400 places de stationnement de scooters à proximité du métro et de la gare ferroviaire de Taipei, à partir du 3 mars, subiront des hausses des frais de stationnement, ce qui permettra certainement de faire bouger les propriétaires. Une autre brève aussi rapide qui concerne des tonnes de déchets qui ont été accumulés. Effectivement, on vous a parlé du festival des feux d'artifice qui a eu lieu récemment dans la ville de Tainan. Le bureau de protection de l'environnement de la municipalité a déclaré avoir éliminé un total de 29,5 tonnes de déchets après ce festival annuel de feux d'artifice qui se tient sur 2 jours. Je le rappelle, 29,5 tonnes de déchets pour un festival. Et enfin, une autre brève rapide, un tollé général et un chaos même, c'est comme ça qu'en parle le magazine CNA, dans les transports
pendant le Festival des Lanternes, où plus de 2,2 millions de visiteurs se sont amassés. Ça s'est passé à Taïwan, avec l'ouverture, le week-end d'ouverture du Festival des Lanternes de Taïwan. Eh bien, le métro s'est retrouvé archi blindé, 2,2 millions de visiteurs qui ont afflué pour aller voir les lanternes. Et le festival, l'afflux festivalier a provoqué d'énormes embouteillages et des passagers étaient longtemps bloqués sur les quais du métro. Les vidéos et les photos sont assez impressionnantes. C'est assez rare à Taïwan de voir ça. En réponse à ça, la municipalité a assuré qu'elle augmenterait les fréquences des trains et des métros pendant cette période des lanternes pour éviter que ça se reproduise, même si on peut comprendre que l'effet de lancement soit passé, qu'il risque d'y avoir peut-être un petit peu moins de monde, mais attention quand même. Petit conseil de lecture dans la revue, dans cette revue de presse. Je vous invite à lire cette fois-ci le numéro de février, encore une fois, d'une revue d'architecture. Là, ce n'est pas Théamag, mais là, c'est la revue de l'architecture taïwanaise. Et bien, cette fois-ci, qui se concerne sur les architectes. Et c'est un focus sur les prix d'architecture de Taïwan 2024, qui retrace un petit peu les différents projets lauréats, avec des interviews des différents architectes. On en a parlé dans l'émission, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, si vous voulez un condensé dans une revue que vous pouvez acheter en ligne, eh bien c'est en mandarin, mais en tout cas voilà, vous aurez de magnifiques images pour voir un petit peu ce qui a été célébré dans l'architecture à Taïwan en 2024 via le prix le plus important de Taïwan, le prix d'architecture de Taïwan. C'est l'Oscar, on peut dire, de l'architecture taïwanaise. Je vous conseille cette lecture. Petite idée sortie aussi, si vous aimez les expositions toujours d'architecture, le JUT Art Museum propose une exposition d'architecture sur Akihisa Hirata, une exposition qui vient, une vision critique des objets et de soi-même. Voilà, le terme est un petit peu lourd. Mais en tout cas, ça vient travailler sur des notions d'enchevêtrement et d'écho dans l'architecture. Ça se passe du 15 février au 30 mars. Et donc c'est un architecte qui est de nouveau invité à exposer ses œuvres, qui vient présenter notamment un travail de maquette de certains architectes japonais. Il est notamment connu pour un bâtiment assez emblématique à Taïwan, avec énormément il est connu pour multiplier les formes et les volumes sur ces bâtiments, avec des fenêtres un petit peu extravagantes, des jeux aussi d'espace pour des balcons, des toits terrasses, des plantes un petit peu incongrues. Et il y a notamment un complexe résidentiel qui est très connu à Taipei, le Fufu Huarhe, qui est un bâtiment résidentiel avec un jeu de persiennes et des espaces qui sont dédiés pour faire pousser des arbres. Alors, par rapport aux images de synthèse, ça ne pousse pas aussi bien. Mais en tout cas, il est assez iconique des constructions résidentielles. Puis, c'est vrai qu'il est très beau. Donc, je vous invite largement, ne serait-ce qu'à jeter un œil. Quelques images qui sont mises sur l'article que je vous mets sur la page. Et puis aussi d'aller voir cette exposition si vous passez près du JUT Art Museum. Et nous arrivons tout doucement au terme de cette revue de presse. C'était Clément Tricot, vous écoutiez La Ville en pratique. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions, et surtout, portez-vous bien.